Madame, Messieurs, bonjour. Du 18 au 29 mai dernier à Genève, le monde a vu le Cameroun parler, agir et convaincre. Le ministre de la Santé publique, le nôtre du Cameroun, Manaouda Malachi, n'y était pas un simple spectateur. Il a été acteur, stratège et diplomate, à la tribune comme en coulisses. Vice-présidence du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, adoption d'une résolution portée par Yaoundé, Alliance africaine, plaidoyer pour l'équité vaccinale, imagerie médicale, médecine traditionnelle, lutte contre la poliomyélite. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un sommet, c'est celle d'un virage, d'une diplomatie sanitaire devenue outil d'influence, d'un pays qui s'élève dans la gouvernance globale de la santé. Bienvenue à la rétro. Aujourd'hui, nous revenons sur cette séquence diplomatique intense et décisive. Notre invité, vous l'avez compris, c'est l'un des principaux artisans de ces moments forts. Manaouda Malachi est une fois de plus l'invité de la rétro. Monsieur le ministre, bienvenue sur le plateau de la rétro. Merci de m'accueillir. À chaque fois, c'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir est davantage le mien, parce que ça me permet au moins de faire comprendre ce que le président de la République nous permet de faire dans ce secteur qui est un secteur devenu névralgique, sensible au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, y compris même quand l'air devient déjà un problème, quand l'environnement devient un problème, quand la santé se dégrade, on a besoin de ce secteur-là. Alors nous avons cueilli encore avec vos valises de Genève, on les dépouille tout à l'heure avec des mots, mais d'abord prenons le round-up de l'actualité. Célébrée par les fidèles musulmans à travers le monde, la Tabaski est la plus importante fête du calendrier musulman. Elle commémore le sacrifice d'Ibrahim à Allah. Alors la Tabaski, comme nous le savons, c'est la fête du sacrifice. Le véritable nom qu'on lui donne à ça, c'est la fête du sacrifice qui est l'une des fêtes de la communauté musulmane. À travers ce sacrifice, les musulmans renforcent leur lien avec Allah et leur communauté, tout en préservant les valeurs de solidarité et de partage. L'importance du sacrifice repose sur le fait que c'est un acte d'adoration. Allah nous a créés pour son adoration. Donc en immolant le bélier, il est en train de se soumettre à son Seigneur. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi l'occasion pour lui, comme on peut bien l'estimer dans cette religion de l'islam, de non seulement se connecter avec son Seigneur, mais se connecter avec les créatures. Pendant la Tabaski, le sacrifice se fait avec plusieurs variétés de bêtes. Chaque musulman se donne à l'exercice en fonction de sa bourse. La personne habilitée à faire le sacrifice, c'est chaque musulman ayant atteint la maturité, ayant les moyens financiers pour pouvoir se procurer une bête. Et la bête qu'on doit sacrifier doit être une bête de cheptel. Ça peut être le chameau, ça peut être la vache, ça peut être le mouton, ça peut être la chèvre. Et pour chaque catégorie, il y a un certain âge que la bête doit donc atteindre. Le sacrifice à la fête de la Tabaski n'est pas un simple rituel, mais un acte de soumission à la volonté divine. Depuis 7 ans, 8 ans maintenant. Des voix, pas pour livrer une grand-messe technocratique, mais plutôt une déclaration d'intention vibrante, celle de bâtir des ponts. Entre les villes de France, les villes du Cameroun, entre les régions de France, les régions du Cameroun, il y a énormément de choses qui se font. Là où les discours officiels peinent parfois à cimenter la confiance, un échange avec des questions précises à répondre. Quelles solutions sont portées à la fois par les bailleurs de fonds français, européens ou multilatéraux, mais également par des sociétés françaises auprès des collectivités locales dans les 10 régions du Cameroun. Une table ronde stratégique sur la coopération économique et le développement décentralisé réunissant autour de l'ambassadeur de France au Cameroun, des maires camerounais et français, des acteurs multilatéraux. Là, les témoignages vibrants de collectivités locales déjà engagées dans des expérimentations de volontariat solidaire. De Douala 3e à Garoua 2e, en passant par Yaoundé 6e. Nous portons une dynamique de promotion du volontariat au sein de ces communes-là. Donc nous sommes venus avec un message à côté de tous les dispositifs que vous avez pu constater. Nous venons avec un message pour les élus
communaux, de leur dire désormais, ayez en conscience que le volontariat peut être un levier de développement pour vos territoires. Des édiles ont témoigné d'un engagement concret et d'un impact souvent invisible mais profond dans l'animation communautaire, la formation et la résilience locale. C'est que on fait des grandes choses avec peu de moyens. Je dis, nous sommes venus, on a défini 12 domaines dans lesquels il nous fallait des experts. On nous a donné des experts, des jeunes experts qu'on ne pouvait pas recruter. France Volontaire, au-delà de sa bannière institutionnelle, s'affirme désormais comme un vecteur diplomatique à part entière, proposant un discours alternatif complémentaire à celui des agences de développement classiques. Moins de béton, plus de relations humaines, moins d'ingénierie financière, plus d'écoute du terrain. Vu d'ici, tout un pan des quartiers Messassi et Olembe à la loupe. Au sommet de cette colline caillouteuse et paisible de Yaoundé, un secret d'initié bien gardé. Une broussaille anodine vue de l'extérieur, mais derrière les feuillages, une cachette aménagée. C'est ici qu'il se cache. Nul n'entre là s'il n'est fumeur ou vendeur de guet non local donné à la drogue. Banque de fortune, chaises usées, pierres disposées, un hôtel clandestin où se célébrait jusque-là une messe noire. Ces gens avaient établi leur PC pour non seulement prendre des drogues de tout genre, mais aussi pour peaufiner leur plan de cambriolage. Les reliques de ces cérémonies d'un autre genre sont visibles. Des emballages de boissons et de cigarettes, sachets de whisky et des chapeaux, entre autres. Des traces d'une consommation effrénée et des rituels obscurs. La perquisition ici et dans le domicile du principal célébrant révèle l'ampleur du sanctuaire. Drogue soigneusement empaquetée, cuirs et plats, pipes artisanales, appareils électroniques, bouteilles à gaz, des motos et une arme factice. Probable outil d'intimidation lors des agressions nocturnes. Vous voyez une arme, vous ne pouvez pas déterminer si c'est une arme factice ou alors c'est une vraie arme dans la nuit. Lorsqu'on vous pointe quelque chose qui ressemble à une arme, décidément vous allez obéir. Il faut féliciter les gendarmes qui ont rendu ceci possible. Ça fait la 3e opération où nous saisissons des armes factices. On en a saisi il n'y a pas plus de 2 semaines du côté de Simbok. Et il y a peut-être plus d'1 mois, on en a saisi du côté de Leboudi, où 2 suspects là-bas semaient la terreur avec des armes factices. Exorcisme forcé, mené avec précision par la brigade de gendarmerie de Kolondam, déterminée à éradiquer des foyers de criminalité qui gangrènent le quartier. J'avoue le bravoure de toute la gendarmerie avec ce qu'ils sont en train de faire. Moi, particulièrement, en habitant de Niom, quand je vois déjà ça, j'espère que nous pouvons dormir en toute tranquillité. 5 adeptes sur la trentaine de ce culte du mal pris dans les filets de la gendarmerie. Le bonheur témoigné par cette quantité de préservatifs saisis s'arrête net à ce point. Face à la recrudescence des agressions des usagers dans les taxis et les meurtres en série de ces professionnels du secteur des transports à Yaoundé, le ministère entend renforcer la sécurité à l'aide des badges d'identification modernes. C'est un document qui est accroché à l'intérieur des véhicules dans une position qui permet la lisibilité de tous les passagers qui sont à bord de ces véhicules, qui peut, à partir de leur siège assise, scanner le code QR ou bien relever le numéro de badge attribué à ces conducteurs. Selon des données du ministère des Transports, entre vendredi et dimanche dernier, il a été constaté sur la plateforme dématérialisée 118% de taux de demande. Mais sur les routes, ces nouveaux badges ne font pas l'unanimité parmi les professionnels du transport. C'est une bonne initiative. Je suis encore au courant, merci.
Nous, les Tazimans, nous sommes identifiés. Mais quand ils portent, c'est les qui portent dans la voiture, les qui sont en train d'assassiner les Tazimans. On n'est pas obligé de nous imposer le badge. Et le prix de ce badge, vraiment, c'est de l'escroquerie. Combien? On parle de 10 000. 17 syndicats sont autorisés à enrôler les chauffeurs taxi sur la plateforme digitale sécurisée. Si le ministère dit avoir intégré les organisations syndicales au processus, ce président du syndicat, lui, reste sur sa faim. Notre problème, c'est qu'on n'a jamais vu l'échantillon. On l'a demandé par courrier de repousser un peu la date pour qu'on nous présente l'échantillon et qu'on l'adopte ensemble. Majoritairement, ce nouvel outil d'identification des professionnels du transport est le bienvenu. Mais comme toujours, tout ce qui est nouveau a du mal à s'intégrer dans les habitudes. Bienvenue à vous qui nous rejoignez seulement maintenant dans le cadre de cette émission. Vous regardez la rétro avec comme invité le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Alors, monsieur le ministre, bienvenue une fois de plus. Alors, que retenez-vous? Parce que vous venez de Genève, on l'a dit à l'introduction. Vous avez mené un ensemble d'activités là-bas. On a dit que c'était une session intense qui a produit beaucoup de choses. Que retenez-vous comme message central de cette 78e Assemblée mondiale de la santé? Quel était l'état d'esprit général à Genève cette année? Disons que ce que nous devons retenir sur le plan national, c'est que notre diplomatie sanitaire a fait encore un pas en avant. C'est ce que moi je peux retenir tout de suite. Et sur le plan global, nous avons pu observer une mobilisation autour, n'est-ce pas, de la santé sur le plan mondial. Peut-être le contexte avec tout ce qui se fait aujourd'hui, la suspension de financement, la mise en difficulté dans un certain nombre de pays et tout le reste, peut-être ce contexte peut justifier le fait que au moins nous avons un point, hein, n'est-ce pas, d'ancrage qui fait en sorte que tous les pays peuvent se retrouver quand même. S'il y a une chose, c'est la santé. Et donc, je pense que le message global que moi je retiens, c'est cela. C'est que nous, sur le plan national, nous avons fait, grâce d'ailleurs aux recommandations, aux décisions, aux instructions de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, nous avons fait, sur le plan de la diplomatie sanitaire, un bond en avant. Nous avons gagné d'autres points encore, en plus de ce que nous avions déjà. Et sur le plan mondial, j'ai vu une mobilisation sans pareil autour, n'est-ce pas, de l'Organisation mondiale de la santé, comme pour préserver cet organisme-là. Alors, il y a l'adoption de l'accord sur les pandémies qui a été salué comme un tournant historique. On dit que c'est le deuxième accord d'ailleurs. Quelles sont pour vous, ou bien pour le Cameroun, les implications concrètes de cet accord? Disons qu'effectivement, c'est quelque chose d'historique parce que depuis que l'OMS existe, c'est le deuxième traité qui est signé à ce moment-là. Et je dois le dire encore parce que on ne l'a pas négocié au cours de cette session et on l'a signé. Non, ce document a été négocié depuis il y a cela 4 ans. C'est-à-dire depuis la fin pratiquement de la Covid-19 en 2021-2022, on l'a mis, n'est-ce pas, en négociation. Les pays ont fait des remarques, des observations, des amendements, et c'est l'aboutissement de toute cette procédure que nous avons vue à cette 78e Assemblée mondiale de la santé. Et donc c'est pour cela que nous avons été cet aboutissement. Mais maintenant, qu'est-ce que nous Camerounais, tirons de cet accord-là? D'abord, ce que nous devons tirer de cet accord, c'est que au cours des négociations, des débats de ce traité, le Cameroun a fait valoir sa part, n'est-ce pas, de pratiques, de bonnes pratiques, d'expérience, d'expertise dans le cadre de la prévention, de la gestion des urgences de santé publique. Pourquoi? Parce que nous avons vu lors de la Covid-19 comment est-ce que le président Covid dans notre pays. Et donc cette expérience a été portée au niveau de l'OMS, nous avons partagé avec les autres. Maintenant, ce qu'il faut aussi
en tirer comme profit sur le plan national, c'est que davantage il y aura une mobilisation dans le cadre de la prévention, dans le cadre de la prise en charge ou de la gestion, et même dans le cadre post-urgence, nous allons avoir maintenant une mobilisation davantage plus, j'allais dire, renforcée aux ressources, n'est-ce pas, de gestion de ces urgences de santé publique. Et puis, nous allons bénéficier de la part de l'OMS un ensemble de formations, d'ateliers, d'appui aux États pour que nous puissions, n'est-ce pas, réduire les inégalités, les gaps qu'il y avait eu en 2020 lors de la COVID-19 entre les États. Un des temps forts, c'était l'élection du professeur Janabi Mohamed Yacoub au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Le Cameroun a soutenu cette candidature pour le Cameroun. Disons que l'élection n'a pas eu lieu lors des travaux, n'est-ce pas, de l'Assemblée mondiale. C'est que les pays, les 47 pays africains, membres de l'OMS Afro, se sont donné rendez-vous le 18, c'est-à-dire à un jour avant l'ouverture de l'Assemblée mondiale. Et donc, nous avons tenu là un comité régional de l'OMS Afro, spécialement à Genève à ce moment-là. Et vous savez très bien que nous avions, malheureusement, paix à son âme, n'a pas pu prendre service. Il est décidé avant de prendre service. Et donc, nous revenons là avec cette meurtrissure. Nous revenons là avec un ensemble de préoccupations. Et nous avons décidé d'aller dans une procédure assez vite pour pouvoir doter notre organisation d'un leader. Et maintenant, arrivé au niveau de l'élection, vous savez très bien ce que nous recherchons. C'est que, je pense que le professeur Janabi a pu, les résultats qu'il a eus, simplement parce qu'il a mis en avant un ensemble de réformes propres à l'organisation. Il a, et ça je pense qu'il a triché ça de son compatriote, il a dit qu'il devrait remettre un ensemble de choses à plat et repartir dans des directions qui vont dans le sens de préserver d'abord les priorités nationales et l'appui, n'est-ce pas, de l'OMS après. Et parce qu'en réalité aujourd'hui, il y a comme une primauté de l'organisation sur les priorités nationales. Et donc, je crois que c'est l'ensemble des réformes qu'il a proposées, son plan d'action dans le cadre de sa fonction qu'il a proposé, qui a emporté l'adhésion de la plupart des électeurs. Vous l'avez donc compris, l'Afrique vient d'élire un nouveau capitaine pour mener le navire continental face aux tempêtes sanitaires. Le professeur Janabi Mohamed Yacoub, cardiologue émérite et stratège de la santé publique, a été élu donc directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Un choix porteur d'espoir dans un contexte de relance d'unité médicale. Je vous propose de revivre ces moments dans ce reportage. Le moment est solennel et chargé de promesses. Nous sommes le dimanche 18 mai 2025 à Genève. Dans l'enceinte du siège de l'Organisation mondiale de la santé, les 47 États membres de la région Afrique ouvrent une nouvelle page d'histoire. L'occasion est celle de l'élection d'un nouveau patron pour la région Afrique de l'OMS. Le bureau régional est ce bureau qui, n'est-ce pas, impulse en termes de santé, en termes de politique, n'est-ce pas, de réponse aux urgences, en termes des industries pharmaceutiques, en termes tout simplement de l'amélioration et du renforcement de notre système de santé au niveau de l'Afrique. Après plusieurs heures de débat et un vote très attendu, le professeur Janabi Mohamed Yacoub, candidat tanzanien, est plébiscité. Sur 46 votants, 32 ont porté le choix. Rompu aux enjeux de santé publique sur le continent. Une élection rendue nécessaire par la disparition tragique en novembre dernier du docteur Faustin Dougoulilé, élu mais jamais entré en fonction. Le scrutin d'aujourd'hui vient donc combler un vide et redonner à l'Afrique un visage
une voix et un leadership au sein de l'OMS. Le Cameroun en attend beaucoup. Et nous voulons, à travers ce soutien, à travers, n'est-ce pas, cette élection, nous voulons profiter pour que le nouveau directeur régional puisse agir pour l'Afrique centrale et agir en particulier pour le Cameroun. Au nom du président de la République, le chef de la délégation camerounaise, Manaouda Malachi, a adressé ses chaleureuses félicitations au nouveau directeur régional. Le Cameroun, par sa voix, salue l'expertise du professeur Yarkou et réaffirme son engagement à œuvrer pour une Afrique résiliente et en meilleure santé. Alors, monsieur le ministre, il faut dire que pendant que vous étiez à Genève, en train de parler d'imagerie médicale, par exemple, on en parlera de scanner et innovation. À Betareoya, à Bomban, à Sanchou, les centres de santé tournent encore sans électricité. Est-ce que les questions comme celle-là ne sont pas débattues là-bas? Je pense que dans le cadre de la couverture santé universelle, qui a été l'un des piliers qui nous a permis d'évoquer nos systèmes, n'est-ce pas, nationaux de santé publique, on peut l'y intégrer. Mais sur le plan national, je voudrais dire que le gouvernement s'y penche. Parce que nous sommes dans une action concertée avec les administrations en charge de ces questions-là, notamment le ministère de l'eau et de l'énergie, pour pouvoir doter nos formations sanitaires du système solaire pour pouvoir prendre en charge un certain nombre de choses. Et donc je pense que c'est des choses qui vont se faire. Peut-être pas tout de suite comme ça, mais nous sommes en train d'amorcer ces discussions pour que cela se fasse. Alors, il faut dire que, parlant de cette résolution sur l'imagerie médicale portée par le Cameroun et co-sponsorisée par 3 autres pays qui a été adoptée, on voudrait comprendre pourquoi vous avez choisi ces axes-là. Qu'est-ce que cela signifie pour nos hôpitaux, nos centres de santé, même parfois dans les zones reculées? D'abord, il faut dire que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a mis un accent sur la qualité des soins, la qualité de la prise en charge du patient. D'abord, c'est ça l'élément premier que vous devez comprendre. Or, vous ne pouvez pas prendre avec une grande qualité, n'est-ce pas, en charge un patient si vous n'avez pas fait un très bon diagnostic. Et donc, voilà le lien qu'il y a entre, n'est-ce pas, la qualité de soins et cette imagerie médicale. Parce que c'est un instrument, son équipement, c'est une manière de mieux poser un diagnostic pour faire adhérer le traitement qui va avec. Et donc, je pense que c'est l'élément premier qui nous a motivés dans le cadre de la soumission de cette résolution. Et lors des débats, effectivement, cela a été relevé par plusieurs pays qui ont adhéré, n'est-ce pas, à l'unanimité et qui ont reconnu la place de choix que devrait avoir l'imagerie médicale dans la prise en charge des patients. Et donc, je pense que sur le plan maintenant global, il va falloir que l'Organisation mondiale de la santé facilite, n'est-ce pas, des discussions entre les pays, facilite l'accès à ces équipements de diagnostic et que nos populations, où qu'elles se trouvent, puissent en bénéficier. Parce que justement, certains pensent que vous avez défendu à Genève cette résolution que l'on juge l'imagerie médicale. Pourtant, même dans les villes, parfois, qui ne sont pas l'impact tangible de cette décision en haut lieu, au niveau mondial. Vous me voyez sourire un peu parce que ce que vous décrivez, c'est ce qui a cela 5 ans. Donc je vois que vous avez arrêté votre compteur et qu'il va falloir repartir sur le terrain. Aujourd'hui, sur ce plan, notre système de santé a beaucoup gagné. Je peux vous dire, il y a cela 5 ans, on quittait de Kousséry pour venir faire un scanner à Yaoundé, à Douala, et repartir avec les résultats. Aujourd'hui, non, ce n'est plus la même chose. Avec les centres hospitaliers régionaux? Ce n'est pas simplement les centres hospitaliers régionaux. Tous les hôpitaux régionaux aujourd'hui ont des scanners. Tous les hôpitaux régionaux et régionaux annexes d'ailleurs ont des scanners. Nous avons même certains hôpitaux de district qui ont également des scanners. Et donc, je pense que sur ce point, nous avons fait un bond en avant
peut-être que ce n'est pas encore suffisant, mais nous avons fait un grand bond en avant. Nous continuerons donc maintenant avec cette grande résolution sur l'imagerie médicale d'aller systématiquement vers ces hôpitaux de district et puis peut-être aller jusqu'aux centres médicaux d'arrondissement pour pouvoir avoir des instruments de diagnostic à ce niveau-là également. Alors, vous avez également mis en avant la loi camerounaise sur la médecine traditionnelle, monsieur le ministre. Quel accueil a-t-elle eu ou bien reçu à Genève, cette loi-là? Alors, je suis bien aise de parler de la médecine traditionnelle parce qu'effectivement, beaucoup de pays n'ont pas encore de loi sur la médecine traditionnelle. Or, l'OMS a mis en place un cadre de reconnaissance de la médecine traditionnelle, d'intégration de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé sur le plan national. Et donc, nous avons mis en avant cette loi que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a promulguée, qui vise à encadrer, à valoriser, à sécuriser, n'est-ce pas, la pratique de la médecine traditionnelle dans notre système de santé. Et donc, je pense que cela a été très bien reçu. Nous avons pu discuter avec certains pays, notamment la Chine, l'Inde, où cette médecine est plus avancée également. Et je pense que les discussions vont continuer dans ce sens-là. Mais notre expérience camerounaise a été bien reçue par les autres pays. Et comment comptez-vous garantir son encadrement scientifique tout en valorisant un peu le savoir-faire endogène? La loi a déjà tracé le cadre. La loi a tracé le cadre. Les textes d'application sont en cours d'élaboration. Mais en même temps, nous avons déjà lancé sur le terrain le recensement. D'abord de tout ce qui prétendent être acteurs de la médecine traditionnelle. Parce que il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Et aujourd'hui, nous avons une pléthore de listes de personnes qui sont des médecins et qui disent qu'ils font de la médecine traditionnelle. Et donc, je crois qu'en ce moment précis, nous sommes en train de pouvoir mettre en place cela. Maintenant, dès qu'on aura la liste complète, cela nous permettra maintenant de regarder et d'interroger la réglementation pour pouvoir coupler. Donc, nous sommes là-dessus. Et comme vous le savez, la loi a permis l'exercice, c'est-à-dire à la formation sanitaire de la médecine traditionnelle. Et donc, nous sommes en train de mettre en place le mécanisme pour pouvoir permettre aux uns aux autres de mieux, n'est-ce pas, bénéficier du savoir-faire endogène, mais davantage également de la médecine moderne. Il faut dire que vous nous aviez dit sur ce plateau que vous classiez ce que l'imagerie populaire regarde un peu dans la rue comme baume, le baume François comme médicament traditionnel amélioré. Je voulais comprendre, monsieur le ministre, est-ce que la loi vous a permis de... Voilà, qui vous accusait et vous disiez, vous appuyez sur la loi? Mais vous savez très bien que ce n'est pas moi qui classe, n'est-ce pas? Oui. Vous avez une réglementation, mais davantage, vous avez une procédure. Ce n'est pas simplement le bon François, c'est tout savoir-faire que vous avez. Même la médecine moderne, c'est-à-dire que la gélule que vous avez, le comprimé de paracétamol que vous prenez, a subi, n'est-ce pas, un processus. Un processus qui a validé étape par étape l'élaboration jusqu'à ce que cela soit déclaré propre à la consommation humaine. Et donc, c'est cela qui est en cours. Et donc, le bon François n'a pas encore, n'est-ce pas, la qualité de médicaments traditionnels améliorés. Ce que nous avions dit, et ce que nous continuons à dire, c'est que le promoteur de bon François rentre dans le circuit de validation de son produit comme médicament traditionnel amélioré. À ce moment-là, cela sera déclaré propre à la consommation et il pourra commercialiser toute quiétude jusqu'à ce que la période de révision puisse arriver et qu'il puisse encore se remettre là-dedans. Parce que il ne s'agit pas simplement de dire j'ai quelque chose et ça soigne telle personne. Parce que je vous ai tout à l'heure parlé de la liste, n'est-ce pas, en termes de la médecine traditionnelle. Mais si je vous montre cette liste, vous allez rire.
Parce qu'il y a des médecins, ils disent, moi je soigne la sorcellerie, je fais si. Comment est-ce que vous allez faire? Justement, monsieur le ministre, parce que malgré la loi qui existe, malgré des pratiques qui sont parfois contrôlées par le ministère dont vous avez la charge, charlatans qui sont en jeu et qui continuent de se dire qu'ils soignent des gens, qui donnent des médicaments aux gens, parfois sans respect de la dose, parfois impropres à la consommation. Est-ce que le levier sensibilisation n'est pas nécessaire pour sauver cette partie de population-là qui continue à leur faire confiance? C'est pour cela que l'intervention de la loi est importante. C'est cela que les acteurs de mise en œuvre de cette loi sont importants. Et donc, cela vise à être d'abord reconnu par ses propres, de dire, il y a tel qui est venu, j'ai fait telle chose. Il faut que lorsque vous dites, je suis praticien, de votre localité vous reconnaissent comme tel. On sait que tel soigne les fractures. On sait que tel soigne telle chose. Mais vous ne pouvez pas me dire... Il y en a aussi qui ont des médicaments qui soignent toutes les maladies. Voilà. Vous ne pouvez pas me dire que vous soignez la sorcellerie. Donc je crois qu'il y a un certain nombre de choses que nous devons... Nous reconnaissons fortement qu'il y a... nous avons des savoir-faire traditionnels qu'il faut valoriser, encadrer, mais il faut sécuriser parce que nous pensons également aux patients. Alors, vous avez évoqué vaccin hexavalent, j'espère que je prononce bien, et renforcer. Où en est-on sur ce front et quels sont les défis spécifiques à relever au Cameroun? Notre défi spécifique, simplement, c'est de pouvoir garder notre statut de pays libre de polio. Parce qu'en réalité, nous avons déjà fait un ensemble d'avancées sur la question et on a été certifié. Donc notre problème aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer à garder ce statut en vaccinant systématiquement que la réaction de nos services techniques puisse être des plus immédiates et des plus efficaces. Et donc, ce n'est que ce défi, sinon le Cameroun est déjà un pays libre de polio. Il faut quand même dire que de nombreux parents se plaignent d'un calendrier vaccinal encore un peu incohérent, de rupture de stock et parfois des personnels qui ne sont pas formés, qu'on recrute à la va-vite. Est-ce que la logistique actuelle permet réellement d'absorber de nouveaux vaccins, monsieur le ministre? Le que vous avez, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, donc nous avons évolué, donc on est plus à ce niveau-là. Nous avons un dispositif aujourd'hui au niveau du programme élargi de vaccination, en termes de stockage, c'est-à-dire les chambres froides qui peuvent stocker l'ensemble de nos vaccins sur 1, 2, 3 ans. Nous avons la logistique de transport de vaccins qui est également aujourd'hui en plein essor et nous tenir les défis. Nous avons des petits dépôts dans certaines... Le challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir obtenir des parents l'adhésion totale à la vaccination. Parce qu'il y a une batterie de vaccination que vous devrez faire dès l'âge, dès l'accouchement de votre bébé. Et si vous faites cela, vous immunisez votre enfant sur un ensemble de choses. Parce que nous, ça nous fait très mal de voir des personnes qui continuent à mourir pour des choses qu'on aurait pu prévenir. Vaccination. Si on vous dit aujourd'hui le nombre de femmes qui sont victimes du cancer de col de l'utérus, qui sont victimes de ci, victimes de cela, quand vous voyez aujourd'hui le nombre de le taux de prévalence de l'hépatite B, par exemple, mais je dis, il y a un problème, puisque cela est prévenable par la vaccination. Donc, je voudrais ici appeler à la responsabilité de chaque parent, à notre responsabilité, à nous, de pouvoir dire, dès que nous avons gratuitement, le président de la République nous offre des vaccins, il faut y aller. Donc, nos services qui vont vers les populations, l'adhésion. Mais c'est l'adhésion. Parce que nous avons même eu à des moments des vaccinateurs qui ont été séquestrés, qui ont été battus, sur qui on a lâché le chien. Les chiens. Donc, en fait, à ce moment-là, je voudrais d'ailleurs reconnaître cela et féliciter très chaleureusement le travail que ces vaccinateurs font sur le terrain, le travail que les agents de santé communautaires font sur le terrain, parce que ce n'est pas évident, mais ils y vont l'intérêt de ceux qui sont hostiles, parce qu'en réalité, ils ne vont pas pour leur propre immuniser vos enfants. Et donc, je crois qu'ils méritent, n'est-ce pas, qu'on leur rendre hommage, qu'on leur dise merci et qu'on les félicite. Alors, et justement, je voudrais signaler que le Cameroun a
a été élu à Genève, 3e vice-président du conseil exécutif de l'OMS. Félicitations, monsieur le ministre. Merci. Alors, et siège désormais justement à la commission générale. Quelle stratégie a permis la montée en puissance du Cameroun là-bas comme ça? Nous, d'ailleurs aujourd'hui, c'est cette place que nous avons autour de la table au niveau de la commission générale de l'OMS. Parce que c'est une commission assez stratégique. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une commission stratégique. Parce que cette commission qui valide le budget programme de toute l'Organisation mondiale de la santé. Et cette commission qui prend des décisions stratégiques et oriente l'action, n'est-ce pas, de l'Organisation mondiale de la santé. C'est cette commission qui élit le directeur général, n'est-ce pas, de l'Organisation mondiale de la santé. Cette commission est tellement stratégique que cela ne devrait pas. Le Cameroun a été honoré par cette élection-là. Maintenant, mais quelle a été la stratégie? On n'a pas de stratégie. La stratégie, c'est l'aura de monsieur le président de la République du Cameroun. Parce que comme vous avez dit, on ne mesure pas, mais c'est une place stratégique importante. Stratégique importante. Que vous avez réussi à arracher. Quelle est la stratégie qui a permis justement, la stratégie diplomatique qui a permis la montée en puissance la stratégie, c'est l'aura de monsieur le président de la République. Parce qu'en réalité, nous avons un président, peut-être qu'il n'est pas à niveau international, ça pèse. Ça pèse. Et lorsque vous allez vers un pays et vous dites « je suis du Cameroun », ah, le patriarche. Et donc, nous avons mis en avant l'image du président, nous avons mis en avant ses actions sur le plan international et nous avons mis en avant ce que nous faisons sur le plan de la diplomatie de la sous-région. Parce que vous savez aujourd'hui que le Cameroun, en ce moment où nous parlons d'ailleurs, il y a une formation que le Cameroun fait à Brazzaville pour des urgences de santé publique venant de la RDC, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de toute la région CEMAC. Et donc, je pense que c'est ce rôle que nous continuons à jouer, nous continuons à diffuser et les apports au niveau de l'organisation et de tout ce que nous faisons comme réunion au niveau international qui fait en sorte que les pays ont fait confiance, n'est-ce pas, au Cameroun pour occuper ce poste-là. Alors cette place vous a permis de porter 7 pays africains lors de la 157e session du Conseil exécutif africain face aux décisions stratégiques de l'Organisation mondiale de la santé. Il faut se dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé. Les problèmes qui se posent au Cameroun sont davantage presque les mêmes problèmes qui se posent en Côte d'Ivoire, qui se posent, c'est pas moi, au Burkina et tout le reste. Ça, c'est d'abord la première chose. La deuxième chose, c'est que la plupart de ces ministres en charge des questions de la santé, nous nous connaissons depuis un certain temps déjà. Ça veut dire que nous échangeons même en dehors des regroupements, nous échangeons en dehors des réunions statutaires. Et tout de suite, des leaders dans ce groupe se dessinent. C'est-à-dire qu'on sait très bien qui peut porter telle question, qui peut faire telle ou telle autre chose. Et donc je pense que cela m'a permis, avec des grands frères comme un certain nombre de ministres d'ailleurs qui sont là depuis, cela m'a permis de pouvoir mieux articuler et de dire nous allons aller dans telle direction. Ils ont meublé ce que nous devrons défendre comme position. Et le Cameroun, par ma voix, a eu l'honneur, le privilège de l'Assemblée mondiale. Au cours justement de votre voyage à Genève, vous avez rencontré également les équipes de Gavi en marge de cette 78e Assemblée générale-là, autour des défis liés au HPV, à la logistique vaccinale et à l'introduction des garçons dans le schéma vaccinal. Quelle avancée ou engagement sont ressortis de vos échanges avec Gavi? D'abord, il faut dire que lorsque nous allons comme ça à l'Assemblée mondiale, c'est difficile parce que vous avez tout le monde qui vous sollicite. J'avais pour le laps de temps qui m'était imparti, plus de 49 audiences. Des demandes d'audience qui m'ont été adressées. Et donc, il fallait rencontrer le maximum de personnes parce que c'est autant de partenaires que vous ramenez également dans la JBCR lorsque vous revenez. Et donc, là, on est parti à rencontrer les équipes de Gavi, l'Alliance du vaccin. Nous avons discuté et effectivement, on a posé le problème de l'intégration des garçons dans le vaccin HPV. Leur appréhension a été le coût parce qu'en fait, ils nous ont dit ça coûte trop cher. Et donc,
il vaut mieux plutôt d'abord repartir sur les filles, continuer avec les jeunes filles et voir après. Mais nous avons introduit ce vaccin HPV chez les filles simplement parce qu'on n'a pas de moyens. Quand vous allez dans les États-Unis comme la France, non, ce vaccin normalement est donné aux jeunes garçons et à la jeune fille pour les préserver de ce cancer. Et donc, nous n'avons jusqu'ici vacciné des jeunes filles que c'est parce qu'on n'avait pas simplement les vaccins. Alors ma question est technique parce que quand on dit jeune garçon, on sait que le vaccin en question c'est pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Oui, mais pour le garçon, c'est pour prévenir quoi? Mais vous le savez très bien que lorsque vous prenez l'appareil génital de l'homme ou de la femme, le mécanisme est presque le même, n'est-ce pas? Le mécanisme est presque le même. Et même quand on parle de jeune fille, la jeune fille ne doit pas encore être à l'âge pubère. C'est pour ça que avant l'activité sexuelle, il vaut mieux prendre ce vaccin. Et donc, c'est ça que nous avons voulu mettre en avant. Et c'est simplement cette résolution, parce qu'à la fin de l'audience, les responsables m'ont dit s'il faut retenir une seule chose. Si vous avez une revendication, une requête à faire, ce serait quoi? Je leur ai dit que ce serait l'introduction de ce vaccin chez les garçons. Et je me souviens très bien, le directeur général a souri et m'a dit, mais vous êtes très téméraire sur la question, parce qu'on vous avait déjà dit que c'était trop cher. Mais nous allons voir. Et donc je pense que lorsque, en langage diplomatique, on parle de nous allons voir, c'est qu'il y a déjà quelque chose qu'on pourrait attendre. Maintenant, ce qui est important sur la question, c'est de pouvoir faire en sorte que le Cameroun mobilise tenir son programme de vaccination. Et pour cela, que ce soit le programme élargi de vaccination, que ce soit les autres programmes, nous avons introduit un plan de financement en termes de ressources, de financement additionnel, en termes de sources innovantes, n'est-ce pas, du financement de la santé. Nous l'avons introduit pour l'examen du gouvernement et je pense que quelque chose va être fait dans ce sens-là. Justement, vous parlez de financement au moment où le Fonds mondial a touché par le recul les financements américains, a revu sa stratégie. Quelle avez-vous obtenu, monsieur le ministre, pour garantir ou d'une organisation? La France viendra d'abord de notre pays. Et je peux vous dire que nous avons, à l'annonce de la subvention, de la suspension de ces subventions, nous avons qui a vraiment très bien pris la chose et a commencé déjà à chercher les voies et moyens pour pouvoir pallier, n'est-ce pas, le gap qui en sort de là. Maintenant, pour ce qui est de nos partenaires, et notamment du Fonds mondial, la chance aussi, c'est que le Fonds mondial met à disposition un certain nombre d'intrants. Et ils vont continuer à le faire, à mettre à notre disposition ces intrants. Nous allons continuer à améliorer notre contribution pour l'achat de ces intrants, pour l'achat, les démarches opérationnelles. Et donc, le juste milieu que nous avons pu obtenir au niveau du Fonds mondial et du Gavi, c'est que le Cameroun va faire un effort supplémentaire dans la mobilisation de ces ressources endogènes. Et eux, ils vont également nous assurer qu'ils vont continuer à faire des efforts pour pouvoir soutenir, n'est-ce pas, ces programmes au niveau de leur institution. On note donc qu'à Genève, le Cameroun a été justement porté par un leadership affirmé, une vision stratégique à la sphère mondiale de la santé. La délégation camerounaise conduite par son ministre de la Santé publique s'est imposée comme un acteur clé de la 78e Assemblée mondiale de la santé, entre avancées diplomatiques, résolutions historiques et engagement continental. Le pays
Ici se croisent les grandes stratégies de santé mondiale. La présence camerounaise à la 78e Assemblée mondiale de la santé à Genève a fait sensation. Menée d'une main ferme par le ministre de la Santé publique, la délégation du Cameroun s'est illustrée par son engagement actif. Ses parce que nous avons fait valoir nos points de vue, nous avons défendu le point de vue de l'OMS Afro, c'est-à-dire de tous les pays africains, et nous pensons que le Cameroun gagne encore en termes de diplomatie sanitaire, gagne de place, gagne de poids au niveau international. Ces mots du ministre résument l'esprit de cette édition historique. Alors que les nations adoptaient un traité mondial sur les pandémies, le deuxième seulement dans l'histoire de l'OMS, le Cameroun a su se hisser au cœur des discussions, apportant une voix claire, ferme, tournée vers l'avenir. Ce qu'on a appelé le Pandemic Agreement. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez important pour pouvoir relever. Maintenant, toutes les pathologies que nous pouvons avoir sont passées et les pays ont ensemble et de concert avec les partenaires techniques, les partenaires financiers, pris la résolution d'aller vers cette santé mondiale. Un autre fait marquant, la résolution sur l'imagerie médicale portée par le Cameroun. Une avancée inédite saluée par la communauté internationale qui amorce une nouvelle ère pour la médecine diagnostique en Afrique et au Cameroun. Ce qui devrait pouvoir amener notre État sous la supervision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, à pouvoir aller avec cette imagerie dans la plupart de nos formations sanitaires, améliorer le diagnostic, améliorer également par là même la prise en charge et donc les soins. Mais l'action du Cameroun ne s'est pas arrêtée là. L'élévation du pays au poste de 3e vice-président du conseil exécutif de l'OMS et son entrée dans la commission générale traduisent une montée en puissance diplomatique remarquable, une consécration pour un travail de fond mené depuis plusieurs années par le ministre de la Santé publique, entre plaidoyer, réforme interne et coopération renforcée. L'objectif est clair: continue à faire entendre sa voix, celle d'un pays debout, engagé plus que jamais. À grandes décisions sanitaires de demain. Alors, monsieur le ministre, dites-nous, après le retour, quelles actions concrètes issues de Genève seront visibles dès la fin 2025? Mais pourquoi vous allez attendre la fin 2025? Moi, je croyais que vous allez dire, vous êtes arrivé il y a cela quelque temps, et qu'est-ce que vous avez fait tout de suite? Parce que c'est ça, l'action au niveau du valises et dites-nous. Au niveau du ministère de la Santé, c'est ça c'est cela qu'il est question. C'est-à-dire que lorsque vous avez ce genre de choses, vous avez des résolutions que vous avez à ramener. Dès que vous arrivez, le lendemain, vous tenez une réunion. Dans le cadre de l'implémentation de ce que nous avons ramené de Genève. Vous avez parlé de financement. Quelles stratégies sont en cours pour mobiliser les financements innovants au niveau national et international? Là, vous m'amenez à vous livrer notre secret, mais je vais quand même le dire, c'est l'exclusivité de votre chaîne de télé. Nous nous apprêtons à présenter le plan de financement de la santé, du système de la santé, et, n'est-ce pas, solliciter leur intervention. Parce qu'en réalité, je l'ai toujours dit, depuis que je suis là, je ne fais que dire, nous voulons que le privé s'investisse encore davantage dans le système de santé. Et donc, avec un plan bien ficelé de financement de notre système de santé, présenter cela aux capitaines d'entreprise et leur demander de pouvoir rentrer dans le secteur de la santé, s'investir dans ce secteur-là, parce qu'en réalité, beaucoup n'arrivent pas à faire un lien entre au niveau international. Au niveau international, nous avons déjà discuté avec le nouveau
directeur régional de OMS Afro, nous avons discuté avec un ensemble de pays et il y a un plaidoyer global qui va être fait et qui sera d'ailleurs suivi d'actions immédiates pour que nous ayons cela. Et puis nous sommes encore en discussion aussi de manière en B2B avec un certain nombre de pays pour pouvoir le partenariat. Politique dans votre région natale, extrême nord. Récemment, il y a eu une opération 100 000 jeunes organisée par une certaine élite. Comment vous avez vécu ces moments-là? Quelle est la perception que vous avez eue de cet appel-là, de ce mouvement-là? C'est le contraire qui m'aurait étonné. Non, je voudrais dire que pour nous, tout ce qui concourt, n'est-ce pas, à apporter un soutien à notre candidat, parce que rappelez-vous que j'ai été le premier à appeler à la candidature de M. le Président de la République le 17 mai 2023, pas 24, 2023. 23. Et donc, il y avait fait un papier dessus. Voilà. Et donc, pour moi, tout ce qui concourt, n'est-ce pas, à lui garantir le moment venu un résultat des plus honorables, nous ne pouvons qu'être d'accord. Mais maintenant, il faudrait que nous soyons clairs sur la question parce que il est important que, effectivement, l'action que nous menons vise à garantir ces résultats. Parce que si ce n'est pas le cas, nous n'allons pas nous associer. Donc, je crois qu'il est important que cela soit su ainsi. Nous sommes pour toute action qui va dans le sens de pouvoir apporter tout le soutien à M. le Président de la République et à lui garantir un résultat des plus reluisants. Parce qu'en réalité, nous avons même besoin d'arriver à 95%, pourquoi pas. Donc, mais on pose davantage la question parce que vous avez également, vous êtes porteur d'un mouvement Paul Biya jusqu'à la gare. On a pensé que c'était un mouvement parallèle et donc est-ce qu'il n'y a pas un problème entre l'élite de l'extrême nord? Je ne pense pas que nous pouvions, en fait, des mouvements soient des mouvements exclusifs. Si aujourd'hui Arnaud Nguéfat a 3 personnes qui lui disent nous sommes tes fans, il ne va pas dire je vais demander aux autres de s'allier à ceux qui sont mes fans. C'est pas moi à Yaoundé ou à Douala. Il va demander, en fait, il va laisser chacun s'exprimer. Et donc, s'il y a une chose que le président de la République nous a apprise, nous a garanti, c'est bien cette liberté d'expression, cette liberté d'action, mais dans la discipline, dans l'ordre. Et en respectant, n'est-ce pas, les procédures, que ce soit du parti, que ce soit de la République, il faut rentrer dans les procédures. Donc, dès lors que cela est ainsi, il n'y a pas une exclusion. C'est, je crois, une complémentarité si nous faisons tous cela dans les règles de l'art. Beaucoup ont levé leur langue pour dire que il y a eu un enrôlement d'enfants, l'opération a échoué. Pourtant, quand vous avez mobilisé pour Paul Biya jusqu'à la gare, il n'y a pas eu de problème. Et c'est pour ça qu'on s'interroge sur la légalité des 2 moments ou bien la légitimité des 2 mouvements. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas été. Et je n'ai pas été pourquoi? Parce que beaucoup ne le savent pas. Je suis allé voir le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaï Iyégué, bien avant, pour non seulement m'excuser de ne pouvoir y aller, mais en lui donnant mon programme, parce qu'il était question tout de suite d'aller poser un autre acte, un acte des plus importants également, parce que c'est l'action sociale de M. le Président de la République, les campagnes de santé. C'est ce que nous explique tout cela à mon père, le président Kavaï, qui a d'ailleurs compris et qui m'a libéré à cette occasion. Et donc, je ne peux pas vous dire s'il y a eu enrôlement ou pas d'enrôlement. Si vous ne savez pas... Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je n'ai pas y pas. Justement, si vous ne savez pas ce qui s'est passé réellement parce que vous n'y étiez pas, vous êtes quand même porteur du mouvement Paul Biya jusqu'à la gare. Oui. Comment préparez-vous les élections nous sommes suffisamment avancés. Nous sommes
suffisamment avancés, mais comme je ne peux pas dévoiler, n'est-ce pas, des stratégies sur un plateau de télévision, tout ce que je peux vous dire, c'est que le mouvement Paul Biya jusqu'à la gare se porte très bien. Ce mouvement est bien structuré. Ce mouvement n'est pas qu'à l'extrême nord, malheureusement pour certains qui pensent que c'est confiné à l'extrême nord. Ce n'est pas qu'à l'extrême nord. Et ce mouvement entend bien, n'est-ce pas, se faire valoir et mobiliser pour le président de la République au cours des échéances qui arrivent. Et donc, vous aurez vous-même la preuve par 10, par 1000 de ce que nous sommes en train de préparer. C'est vrai que vous l'aviez dit, c'est vrai que l'appel avait été lancé à partir de Mokolo, mais l'appel a retenti jusqu'au fin fond du Cameroun. Monsieur le ministre, je voudrais quand même comprendre, est-ce que aussi ces mouvements que vous créez ne font pas une écho aussi défavorable sur le terrain vis-à-vis de ceux qui pensent à la transition? Est-ce que vous n'avez pas des personnes qui tentent d'être comme des entraves à ce genre de projet, y compris dans votre région? Il faudrait être clair, parce que ce n'est pas un mouvement qu'on crée du sommet qu'on vient imposer à la base. Ce n'est pas un mouvement que Manaoud a créé dans son petit salon et aller à l'extrême nord dire voilà ce qui va se passer. C'est un mouvement qui se crée à la base. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été suscité par les uns et les autres et que nous avons simplement pris pour pouvoir, j'allais dire, mieux structurer, superviser et encadrer pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Et donc, pris comme cela, vous ne pouvez pas me dire qu'en réalité, ça n'a pas une connotation populaire. Maintenant, dans toute œuvre, vous aurez toujours quelqu'un qui va vous dire, même dans votre propre famille d'ailleurs, vous aurez toujours quelqu'un qui va vous dire pourquoi vous me saluez. Et ça existe partout. Mais ça n'empêche pas ceux qui sont animés d'une bonne volonté de saluer leurs frères, de continuer à saluer leurs frères. Nous allons le faire et nous continuons à élargir cette base-là. Maintenant, ceux qui hier d'ailleurs avaient lancé la pierre sont en train de rejoindre le mouvement pour notre bonheur, et je pense que pour le bonheur de Monsieur le Président de la République, nous allons continuer à encadrer, n'est-ce pas, ces jeunes qui veulent s'exprimer, qui veulent dire tout haut ce qu'ils veulent de notre pays. Monsieur le ministre, je vous pose la dernière question. Rassurez-vous, je ne vous fais pas passer par l'autre, mais que voudriez-vous qu'on retienne de vous quand vous serez parti du ministère de la Santé publique? Alors, c'est une question assez particulière parce que dès lors que j'avais mis mes pieds par le privilège que m'a fait le président de la République, par la grâce qui m'est faite par le Dieu Tout-Puissant, j'avais dit ici, il faut aller dans un créneau. Et le créneau, c'était l'humanisation des soins. Il faudrait que, lorsque nous serons partis de ce ministère, qu'on dise au moins qu'on a évolué sur la qualité de la prise en charge, la qualité de l'accueil à l'hôpital, l'humanisation de nos soins et services. Vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est par là que j'ai commencé et je voudrais que, sorti, qu'on puisse dire, voilà ce qu'il a apporté. L'humanisation des soins et services au niveau de notre secteur. Je peux vous rassurer que de mon observation de journaliste, vous êtes sur la bonne voie, Monsieur le ministre. Merci. À Genève, le Cameroun a levé la tête. C'est vrai que dans les dispensaires de Bangourin, de Kaélé ou de Sanchou, on consulte encore les thermomètres de douleur. Le réel ne se soigne pas à coup de discours, mais à coup de décisions courageuses. Si la diplomatie sanitaire est un flambeau, elle ne vaut que si elle éclaire l'ombre de nos couloirs d'hôpitaux. Ce que les Camerounais attendent désormais, ce n'est pas beaucoup de médailles à l'OMS, même si cela aide aussi à ravitailler nos centres de santé. C'est une boîte de paracétamol apportée demain, et avec vous et votre offensive sur tous les fronts, Monsieur le ministre, on espère y arriver. En tout cas, l'histoire vous regarde et vous le savez, Manaouda Malachi, la santé de la nation n'est pas un concept, c'est une urgence. Merci beaucoup, parce que la boîte de paracétamol qu'il y avait hier, ça s'est démultiplié aujourd'hui et ça se multipliera avec le président de la République, son Excellence Paul Biya.
Merci le ministre, monsieur le ministre d'être venu encore une fois de plus sur ce plateau nous éclairer sur des questions de santé. Chaque fois on vous recevra avec le même plaisir. Merci à toute l'équipe technique mobilisée autour de Thierry Camteau. On se retrouve dimanche prochain.